pas de retour. Bonjour à tous. Voilà, c'est parti, 12h30 et quelques secondes dans le ZCL. Et puis, nous allons aujourd'hui, comme d'habitude, être en direct du RH2 RHT, Radio Haute Tension 89.8, mais aussi radio qui ne fait pas de l'arsène. Je veux parler de Radio Canal 10. Ce midi, on entend aucun bruit. Il n'y a aucun bruit. C'est bonjour parfait. Mandy. Oui, bonjour Danick. Tout va bien? Tout va très bien, oui. Bon, mais si tout va bien, on va continuer comme ça. On va recevoir tout de suite, dans quelques minutes, le docteur Gène. Ce Nigène, on va parler de soins palliatifs. Alors, ne croyez pas qu'on va parler de mort. Effectivement, les soins palliatifs seulement, ce n'est pas seulement quand les gens vont mourir, mais ce sont des soins qui accompagnent des patients dans une période difficile de la vie. Donc on va en parler tout à l'heure. Plus tard, nous allons parler beaucoup de musique, puisque nous allons recevoir deux musiciens. D'abord, Yannick Rossé, qui est lui-même musicien d'un groupe de steel band. Et il revient d'une grande tournée en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et puis 40 ans, ça se fête. Et c'est Thierry Benoît, musicien guadeloupéen, qui sera cette semaine à Sonis, qui sera avec nous. Nous allons parler justement de ces 40 ans, de tous les musiciens qui seront avec lui. Voilà un petit peu nos visiteurs du jour. On a aussi, comme chaque jeudi, il faut le dire, Elisabeth Adilaïde, avec elle nous ferons un petit tour dans la croisière et le tourisme. Et puis tout de suite, on va revenir vers l'information, l'actu. C'est avec Mandy. Bonjour. Merci Danick. Je salue tous ceux qui nous écoutent donc en ce moment sur la C10 FM, la 103 et également sur RHT sans l'arsène. 103 FM sans l'arsène. Faut pas que ce soit un jingle, Danick. Donc c'était exceptionnel, effectivement. Non, c'était hier. Non, ça va. C'était hier. Aujourd'hui, c'est très bien. Oui. Voilà, donc voyons ce qui fait l'actualité en ce jeudi 19 octobre. Et nous partirons du côté de Paris où il y avait une manifestation donc, des ultramarins pour leurs droits aux congés bonifiés qui visiblement sont donc menacés pour eux donc dans la... Monsieur Harry Chalus, président donc de la région, il a été accompagné par les conseillers régionaux, monsieur Jean-Marie Hubert, ainsi que Marie-Eugène Trobeau, donc des pêcheurs. Et enfin, nous terminerons avec l'allaitement, puisqu'il y avait une journée d'information pour sensibiliser les mamans sur donc l'importance de l'allaitement. Voilà donc pour les titres. Merci donc à Mandy qu'on va retrouver tout à l'heure. C'était là, je voulais. Bonjour. Alors, de soins palliatifs. Alors, en général, quand on parle de soins palliatifs, on a l'impression que les gens sont à l'article de la mort, c'est plus ça. Alors, ce n'est pas que ça, on va dire ça. Les soins palliatifs, c'est pas simplement la fin de vie, mais ça peut se proposer précocement dès l'annonce de la maladie grave. Oui. Vous avez compris, ça s'adresse à des gens qui ont des maladies graves évolutives ou qui sont en phase terminale ou dont le pronostic vital peut être engagé. Donc ces maladies peuvent être un cancer qui va échapper, je veux dire, à tout traitement. Ça peut être le sida ou ça peut être des maladies neurodégénératives ou certaines personnes qui vont avoir des maladies chroniques qui vont se décompenser à un certain moment de leur vie. Donc l'idée, c'est de leur prescrire des soins continus et actifs dans une visée globale. Mais est-ce que ça concerne Donc ça ne peut pas concerner les gens en bonne santé? Non, ça ne concerne pas les gens. Alors les seules personnes en bonne santé que ça peut concerner les soins palliatifs, ce sont les familles et les proches de ces personnes malades. Oui. Voilà. Alors, quelle est votre action à ce moment-là? Elle est plutôt psychologique, thérapeutique? À tous les niveaux. Normalement, on va faire des soins au niveau du corps, mais aussi des soins au niveau psychologique, et même on va travailler aussi sur la dimension existentielle, spirituelle des gens. Donc ici, je ne parle pas de religion, mais du fait que nous, en tant qu'humains, nous sommes reliés les uns aux autres et que nous donnons du sens aux choses. Donc, avec la maladie grave, il va avoir une perte de sens et une perte des repères. Donc l'idée, ça sera d'aider ces personnes, le malade et sa famille, à redonner du sens par rapport à ce qui leur arrive. On peut dire que pour le médecin, c'est une période très délicate aussi. Oui, c'est une période délicate parce que ça demande une vision globale de la prise en charge du malade. Oui. Alors, vous avez fait une journée il y a 2 jours, 2 ou 3 jours, le 16, je crois. Oui, c'était lundi dernier. Pourquoi cette journée, justement? Cette journée était importante parce qu'elle était dans le prolongement de la journée mondiale des soins palliatifs qui s'est tenue le samedi 14 octobre. Et il fallait absolument sensibiliser les professionnels de notre hôpital et informer surtout le grand public sur les droits qu'ils avaient
par rapport à cette notion de soins palliatifs, notamment la personne de confiance et les directives anticipées. Alors, ça veut dire que le médecin qui prodigue les soins palliatifs est en totale, j'ai envie de dire, harmonie avec la famille ou plus avec le malade. Alors, il fait en sorte d'abord, effectivement, de se centrer d'abord par rapport au malade, puisque le malade est vraiment le centre de la prise en charge. Oui. Et bien sûr, la famille qui accompagne ce malade sera aussi prise en charge si besoin est. Oui. Ce n'est pas une systématique. C'est pas systématique. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout le malade, de faire en sorte qu'il ait un meilleur confort possible, qu'il ait une autonomie la plus longtemps possible et surtout qu'on puisse respecter sa dignité jusqu'à la fin de ses jours. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question de l'euthanasie, puisque bien sûr. Cette question-là, elle est, on peut dire, récurrente. Elle vient. Alors, comment on gère ça dans notre société en Guadeloupe? Parce que je sais que dans certaines sociétés occidentales ou dans d'autres, c'est vu autrement. Il y a même une loi qui régit un petit peu ces derniers jours d'un malade ou d'un patient qui aurait décidé de ne pas aller plus loin. Alors, il y a eu d'ailleurs des affaires judiciaires très graves à propos de l'euthanasie. Comment en Guadeloupe on perçoit cette affaire? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe encore des dérapages euthanasiques en Guadeloupe. Je ne pense pas même que c'est quelque chose qui a... Oui, même en Guadeloupe. Je pense qu'il y a un effet de mondialisation et je pense que la Guadeloupe n'échappe pas à ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut parler de soins palliatifs, parce que je pense que c'est une carte supplémentaire qu'on peut mettre entre les mains de nos concitoyens pour qu'ils puissent faire de vrais choix. Oui. Et ça, c'est important. Si vous voulez, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'en 2005, il y a eu un texte qu'on appelle la loi Leonetti, sur lesquels le grand public n'est pas informé ou très peu connaissent ce que dit ce texte, et encore aussi les professionnels de santé. Et c'est pour ça qu'il y a eu une deuxième couche qui a été donnée par le deuxième texte qui est sorti en février 2016, sur la loi créant de nouveaux droits pour les personnes et les malades en fin de vie. Justement pour préciser que justement nous ne sommes pas au courant de nos droits en tant que malades. Oui. Donc là, c'est le médecin qui parle, mais je peux basculer de l'autre côté. Et c'est important que je puisse connaître quels sont mes droits. Le jour où, par exemple, je ne pourrais pas exprimer ma volonté parce que je suis en fin de vie, qu'est-ce que je voudrais que le médecin fasse pour moi, pour que ma volonté soit respectée. On peut le noter, Alors aujourd'hui, effectivement, avec ce texte, les directives anticipées existent depuis 2005, mais le texte de 2016 a précisé que les directives anticipées sont plus contraignantes, donc c'est quelque chose qu'on va écrire. Aujourd'hui, il y a un modèle qui est fourni par la Haute Autorité de Santé, un modèle quand vous êtes en bonne santé, un modèle si vous savez que vous êtes atteint d'une maladie grave évolutive. Vous allez pouvoir marquer quelles sont vos valeurs, quelles sont vos volontés par rapport au cas où vous vous retrouviez dans l'impossibilité de pouvoir exprimer votre volonté. Et faute d'avoir ce document, toute intervention, je veux dire, peut-être à ce moment-là tomber sous le coup de la loi. Alors, faute d'avoir ce document, on va se référer à la personne de confiance. Oui. Voilà. Quand même. Oui. Et c'est pour ça qu'on a structuré le texte et qu'aujourd'hui, quand un médecin sait que vous ne pouvez pas exprimer votre volonté, il va normalement, il est censé rechercher vos directives anticipées. Si elles n'ont pas été écrites, il va se tourner vers votre personne de confiance. Et ça fait loi. Oui, ça fait loi. Je vous dis encore, c'est que nos concitoyens ne sont pas forcément au courant de leurs droits. Nous, en tant que professionnels de santé, nous avons une obligation d'informer les malades sur le fait qu'ils peuvent désigner une personne de confiance. Il n'y a pas d'obligation d'en choisir une, mais nous avons une obligation de les informer. Et pour les directives anticipées aussi, nous avons une obligation d'information qui peuvent écrire leur volonté. Et d'ailleurs, c'est sur ce que va se jouer énormément, j'ai envie de dire, l'accréditation des hôpitaux aussi, c'est qu'on va devoir faire la preuve qu'on informe bien les patients qu'ils ont ces possibilités-là, ces droits. Je me souviens, dans une époque passée, un malade, un patient qui était resté près d'une année dans le coma, c'est-à-dire qu'il n'avait plus, aucune réaction, et il fallait prendre une décision. À ce moment-là, qui doit prendre la décision? Parce que le patient, il n'avait pas, sur un accident de la route, il n'avait pas réellement, il n'avait pas laissé de documents, il ne savait pas. On est jeune, on fait un accident, et puis on est dans le coma pendant 3 mois, et les médecins disent à la famille, cette personne ne sortira jamais du coma, n'a pas revenir à la vie normale, à la vie consciente. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On a le droit de conserver cette personne ad vitam aeternam en respiration artificielle. Alors, vous parlez bien du cas effectivement d'une respiration artificielle. Ça veut dire que cette personne, elle est totalement dépendante de la machine. Oui. Donc aujourd'hui, selon les textes de loi, on doit d'abord rechercher si elle avait écrit des directives anticipées cette personne. Probablement non. On sait que très
peu de personnes écrivent leur directive anticipée aujourd'hui en France, puisqu'il y a eu une enquête en 2012 qui montrait que 2% des gens qui étaient en fin de vie avaient écrit. Oui. 2% seulement. 2% seulement, dans l'Hexagone. Je ne parle même pas de la Guadeloupe, je parle de l'Hexagone. Oui. D'accord. Donc on va rechercher d'abord les directives anticipées. Si on n'a pas de directive anticipée, on doit savoir si cette personne avait désigné avant une personne de confiance. Si elle n'a pas de personne de confiance, on va s'adresser soit à la famille, soit aux proches. Alors quand je dis qu'on va s'adresser, l'idée c'est une consultation, c'est pas décisionnel. Oui, c'est une consultation. C'est une consultation de la famille ou des proches pour savoir ce qu'il aurait voulu, cette personne. Mais ça va être d'abord une décision collégiale. Quelquefois, elle ne l'est pas. Quelquefois, elle peut ne le pas être. Effectivement, d'ailleurs, le texte de loi impose que ça soit une décision collégiale pour qu'on puisse effectivement soit retirer, par exemple, le respirateur, par exemple, d'accord, et pour que ça puisse se faire dans les règles de l'art. Oui. Et donc, à ce moment-là, le médecin, il est exempté de toute poursuite, etc. A priori, s'il a suivi la loi, a priori, c'est pour ça que je dis, il y a toujours des a priori. Vous voyez bien qu'il y a eu des affaires. Il y a eu des affaires retentissantes. Donc, il est a priori exempté, effectivement, de reproches, a priori. Docteur, j'ai le sentiment qu'en Guadeloupe, cette loi est déjà comprise et déjà appliquée réellement chez nos patients en fin de vie. Nous avons beaucoup de travail encore à faire et c'est pour ça que je pense que cette première journée des soins palliatifs n'est que le début pour moi d'une longue série. On pense faire ça une fois l'année, mais ça va être important, je pense, de maintenir cette communication avec les concitoyens. C'est très important parce que je pense qu'on est loin de ça. C'est-à-dire qu'on est au stade zéro, c'est ce que vous avez Non, je ne dirais pas le stade zéro parce que certaines personnes connaissent. Nous formons des professionnels sur les directives anticipées, mais on pourrait faire un micro-trottoir et poser aux gens, mais c'est quoi les directives anticipées pour vous? Vous allez voir. Vous allez voir, je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont capables aujourd'hui de répondre à ce genre de questions en Guadeloupe. Alors, il y a un autre paramètre, c'est en dehors du problème éthique, c'est le problème religieux aussi. Oui. Alors, comment ce paramètre-là entre dans l'ensemble? Alors, ce paramètre-là n'est pas une contrainte. Ah, n'est pas une contrainte. Ce n'est pas une contrainte. Pour moi, en tout cas, en tant que médecin, ce n'est pas une contrainte dans le sens où le patient, s'il a des besoins spirituels, des besoins religieux, il est important d'intégrer ça dans la prise en charge palliative de ce patient. Donc, ce patient, ça ne sera pas de ma compétence, puisque moi, je suis médecin, mais je pourrais très bien demander au patient quel est le ministre du culte auquel il veut avoir accès, et ce ministre du culte peut s'entretenir avec lui et ça là peut faire une différence aussi dans sa vie et je dirais même dans sa fin de vie. Alors, donc il n'y a pas de contradiction pour moi. Tout à fait. Puisque vous êtes là, il y a des milliers de personnes qui nous regardent en ce moment et qui vous écoutent. Quel est le message essentiel que vous voulez faire passer aujourd'hui à l'attention des Guadeloupéens qui ne sont pas encore, entre guillemets, j'ai envie de dire, à jour au regard de la loi sur les soins palliatifs Le message essentiel que je veux faire passer ce midi, c'est de dire aux gens, soyez acteurs de votre vie jusqu'au bout. Et pour ça, le législateur a mis en place un certain nombre de droits. Saisissez-vous de vos droits pour ne pas être passif. Puisque une fois que vous ne pouvez pas exprimer votre volonté, c'est bien plus compliqué, non seulement pour les médecins déjà, mais surtout pour les familles. Et vous voyez qu'il y a des familles qui se déchirent, tout simplement parce que de leur vivant, on n'a pas pris le temps d'expliquer, de partager ces choses, parce qu'en France, le problème en France, c'est que la mort est perdue et reste tabou encore en France. Oui, et en Guadeloupe aussi, il y a... Et en Guadeloupe, moi qui croyais qu'on avait fait une avancée extraordinaire, je me rends compte que nous sommes aussi dans le tabou. Par contre, quand il y a le cadavre, après le décès, nous sommes tous en forme et disponibles pour la veillée, pour toutes ces choses. Mais avant, il y a peu de personnes qui sont là dans l'accompagnement. C'est ce que moi je constate en tant que Guadeloupéen. Voilà. Donc c'est pas un reproche, mais c'est un constat. La dimension d'héritage, etc., qui est encore une autre problématique. Exactement. Donc, alors, vous avez amené une petite vidéo sur la question des soins palliatifs. On va jeter un coup d'œil.
s'il te plaît. Ok, voilà. N'était pas vraiment parti. Hein. Bien, alors, effectivement, la musique, elle est vraiment de circonstance. Hein. Oui. Elle donne envie de mourir. Non, je rigole, pense que c'est vraiment une ode à la vie. Non, Soins c'est une ode à la vie, soins palliatifs, c'est accompagner la vie. Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Jusqu'au bout. Les gens sont toujours surpris quand ils nous voient venir dans les services parce que on est plus autour d'un projet de vie que d'un projet de mort. La mort, de toute façon, nous ne pourrons rien y faire. Nos anciens disaient, si vous n'avez mort, il ne faut pas au fait. Et je crois qu'ils avaient tout compris, à mon avis. Très juste, Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne répétons pas les mêmes gammes. Oui, mais on est au même stade. Et je pense que ce n'est pas sur la mort qu'on essaie de jouer, mais c'est comment on va créer une vie de qualité. Autant que ça soit possible, malgré le fait que la maladie peut dégrader, la maladie peut défigurer, et faire en sorte qu'on ne soit pas figé que sur la maladie, mais qu'on puisse garder et rester en lien avec ses proches jusqu'au bout. Et votre message est d'autant plus important qu'on est dans une société vieillissante. Exactement. Mais on y reviendra de toute façon. Hein. Je crois que l'évidence nous attend au bout du tournant. C'est juste une question de temps. Oh là là, vous ne me rassurez pas. Bon, en tout cas, c'était très important. Ce qui devrait être rassurant pour nous, c'est que si nous créons des espaces pour en parler, nous serons quand même beaucoup plus sereins. J'espère en tout cas. En tout cas, c'est le souhait qu'on a formulé en vous faisant venir ici, même après la journée. C'est une journée des soins palliatifs. Vivre bien jusqu'à la fin. Justement, on parle de vivre, pas de mort. Et ça, c'est très important. En tout cas, docteur, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. J'espère que le message est passé, que les gens qui nous regardent ici et ailleurs ont bien compris. Et vous l'avez dit qu'en Guadeloupe, il y avait encore beaucoup à faire. Donc, il y aura d'autres journées. Exactement, exactement. Il faudra soutenir notre effort jusqu'au bout. On le soutiendra. Merci d'être venu. 12h48 et on se retourne vers Mendy pour le développement du journal. Oui, je vous le disais en titre, du côté de Paris, manifestation a donc eu lieu, manifestation des ultramarins à Paris pour leurs droits au congé bonifié qui sont donc menacés selon eux dans la fonction publique et particulièrement dans les hôpitaux. Une délégation a donc été reçue par 2 directeurs du cabinet de Bercy. Un reportage signé Maurice Cessé. Nous voulons une application claire et nette du congé bonifié sans discrimination. Nous voulons que le droit soit respecté pour tout le monde de la même façon. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Trop de gens ne partent pas en congé bonifié à cause de critères exorbitants qu'on leur demande. Donc il y a une forme d'irrespect, il y a une forme de discrimination aujourd'hui. On dit stop à ça, on dit une seule application, un droit, la même application pour tout le monde. Essentiel que ce droit soit respecté parce qu'aujourd'hui, avoir ce congé bonifié est devenu une source de discrimination et une humiliation permanente en face des employeurs. Donc nous n'avons pas obtenu concrètement aujourd'hui des choses, sinon l'engagement de nous transmettre le courrier de rappel qui a été fait sur le droit et aussi de faire remonter aux différents cabinets et aux différents ministères que la question de l'application du droit discriminante et il faut qu'il y ait une fin, mais aussi qu'il y a des travaux. Alors on nous a envoyé au ministère de l'Outre-mer. Nous on estime que ces gens-là étaient déjà aux affaires au précédent gouvernement, y compris l'actuel ministre, et que nous on ne se laissera pas distraire à aller au ministère d'Outre-mer puisqu'elle n'a pas les moyens. C'est bien au niveau budgétaire que les choses se décident, puisque tant qu'il n'y aura pas une prise en charge correcte budgétaire, les employeurs, les directeurs feront le choix d'empêcher nos camarades de partir en congé bonifié, ce qui est important puisque c'est le maintien des liens culturels et familiaux, et on l'a vu lors des dernières catastrophes climatiques à quel point c'était important. Donc le message est entendu, on nous l'a dit, pour autant, pour qu'il soit mieux entendu et pour qu'on passe concrètement à de véritables avancées, il faut un rapport de force et continuer à les frapper à toutes les portes. Dans une seule réunion, on ne va pas tout régler. C'est clair. Le message que j'ai à vous envoyer, au-delà de ce qu'on a pu entendre, des bonnes volontés, on va travailler sur, c'est que nous allons devoir maintenir la pression pour que véritablement on ouvre des négociations sur la question du congé bonifié et de son application. Il y a de la bonne volonté, sauf qu'on arrive. Vous comprenez? On arrive.
Non, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'on se bat. Donc il va falloir vraiment qu'on maintienne cette pression. Ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a très longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et rappelez-vous, le préfet a annoncé la prolongation de l'arrêté qui suspend l'achat sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, et cela jusqu'au 25 octobre. Souvenez-vous, le passage de l'ouragan Irma en Guadeloupe a donc entraîné des entraîné des impacts significatifs sur la faune sauvage et ses habitats. Au vu de l'urgence de la situation et des exigences de protection du patrimoine naturel, eh bien, la préfecture trouve nécessaire de prendre donc des mesures de gestion exceptionnelles donc de la faune sauvage. Eh bien, toutefois, les chasseurs ne sont pas du même avis. Nous les écoutons puisqu'ils sont plutôt en colère. Écoutons-les au micro de Michel Héraclide. Le secrétaire préfet là prend en décision de fermer la chasse jusqu'au 27 octobre. Et mes contentements à chasser, là, vraiment, j'étais obligé d'être là là pour éveiller, mais là, toutes les. Mais nous avons vu que la nature, même à côté site, pas touché, ils ont regardé à la télé, ils ont vu que nous là, nous pouvons chasser depuis aujourd'hui là et jusqu'à date de fermeture. On a toujours chassé pratiquement en Marie. Et en principe, nous deux maris, nous on marie, un petit mari là et une grand mari là qui peut former. Moi en principe, c'est un grand mari qui a chassé. Et en cas de végétation là, on voit que les pompiers ne voient pas pratiquement craser rien. Et on voit qu'il y a des bons gibiers dans là, tout ça qui allait venir quoi. Alors on va prendre la raison que nous tous ces déchirements là, ça que il paraît que les chasseurs ont dit fermer tout pitot. Il n'y a pas d'accord pour ouvrir le gibier d'eau. C'est un seul pagaille. Alors je nous réunissons là pour nous comprendre un petit point. Quand il a passé vraiment, parce que nous pouvons comprendre l'habitat. Parce que tantôt, ils voulaient ouvrir le gibier d'eau, mais il paraît que ni le monde qui a pêché le gibier d'eau ouvert, toute la chasse fermée. Et nous parlons non plus pour Koussou qui était président de Noukalis, par lui qui a fait un travail. Et nous allons essayer justement d'épauler ça qu'il a fait. C'est pour ça que nous réunissons là pour nous préparer en force. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Quoi. Nous devons avoir des réponses et vu la concertation, apparemment le gibier d'eau doit rester ouvert parce que le milieu naturel est resté tranquille. Le gibier d'eau c'est pratiquement de passage et on aimerait avoir des réponses pour savoir où est-ce qu'on en est parce que bon. On ne voit pas de solution, c'est toujours des arrêtés, on n'est pas consulté. Et la FEDE fait le maximum et nous on est là, et on n'est pas content du tout. Et on aimerait avoir des réponses concrètes et pour trouver une solution. Vous regardez le ZCL sur Canal 10, mais vous l'écoutez également sur la 103 FM. C'est donc la C10 FM, nouvelle radio de votre chaîne préférée. Et puis également sur RHT Guadeloupe. C'est l'heure de la pub. À tout de suite. Voilà, il est 13h, pardon, pas 12h30, donc démarrons toujours à 12h30. Il est 13h dans le ZCL en direct de RHT et de Canal 10 FM, notre nouvelle radio, j'espère que vous écoutez. Et donc, nous allons continuer l'information avec Mendy, mais avant, je vais saluer Yanis Roussé qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour Mendy, bonjour à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de Canal 10. Et on t'entend à Capesterre sur RHT en ce moment. Exactement. Bon, que tu connais bien, puisqu'il est de Capesterre. Et Yannick Ossé, je vous l'ai dit, c'est le leader de Karuka Stillman. Il vient de faire une grande tournée, je crois qu'il était en Angleterre. En Angleterre, aux États-Unis. On va en parler tout à l'heure. Retour donc sur l'actualité, tout de suite avec Mendy, la suite du journal. Oui, tout à fait. Je vous le disais, hier, le président de région, M. Harry Chalus, s'est donc rendu avec des conseillers régionaux, entre autres Jean-Marie Hubert, qui est président donc, de la commission de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, ainsi que Mme Marie-Eugène Trobeau et des techniciens aussi régionaux. Ils sont partis à la rencontre du président des membres de la commission au port de pêche de Loricisque. Une rencontre filmée par Charlie Dagonia. Consiste ce projet, tout simplement d'acheter un bateau d'une longueur de 18 mètres, nous permettant de faire des marées de 15 à 18 jours. Donc ce bateau devrait nous permettre d'aller pêcher sur le plateau continental guyanais.
on aura besoin de marins, de capitaines, mais d'autre part, je dirais que c'est un projet qui aura aussi pour but d'insérer des jeunes, de leur permettre notamment de valider leur diplôme. Le terrain que nous avons commencé suite aux cyclones, aux ouragans qui sont passés. Ce matin, on a commencé quand même par les pêcheurs de l'Oricisque, qui ont un très beau projet pour acheter un bateau que la région va accompagner, un bateau qui coûte plus d'1,4 million. Ensuite, nous avons été sur la montagne, effectivement, nous avons constaté que plusieurs agriculteurs avaient été touchés et je peux vous dire que ce que j'ai vu sur la banane dans la plantation de M. Linière m'a vraiment surpris parce que j'ai vu des champs tomber mais pas comme ce que nous avons vu au sommet de la montagne. Donc actuellement, ce qui est important pour nous, c'est de constater avec les techniciens qui étaient avec nous et par la suite continuer à prendre des mesures pour pouvoir les accompagner à redémarrer. Et surtout actuellement, comme le disait un responsable du CIRAD, c'est essayer de permettre aussi à beaucoup d'autres jeunes de pouvoir s'installer car l'agriculture aujourd'hui est importante pour nous en Guadeloupe et c'est une manière pour créer des emplois et aussi nous permettre de nous alimenter. Très important que le président de la région nous fasse une visite sur l'exploitation pour se rendre compte lui-même de ce qui s'est passé. On a perdu, au départ j'avais estimé à 82-83%, mais je retourne un peu en arrière, on est à 50-60%. Donc les caféiers sont arrachés, même s'ils paraissent debout ou penchés, mais ça va crever au fil des ans à venir, entre 1 ou 2 ans. Et je m'organise pour essayer de faire repartir des plants sélectionnés dans la propriété. Pour l'instant, nous avons débloqué 4 millions, je dirais, pour la Guadeloupe. Nous avons dit 2 millions pour la Grande Terre, 2 millions pour la Basse Terre, mais nous attendons quand même les retours de dossiers de tout et chacun. Comme nous le disons aussi, nous avons débloqué 400 000 € d'urgence pour les pêcheurs. On attend le retour des dossiers pour pouvoir prendre des mesures, pour pouvoir les accompagner sérieusement. Maintenir une culture d'allaitement maternel et faire donc tomber les obstacles à l'allaitement sont devenus donc des priorités de santé publique. Eh bien, c'est dans ce cadre donc qu'une semaine mondiale de l'allaitement maternel a été organisée. C'est donc le CHU qui compte mettre en place une journée d'information dans le but de sensibiliser les mamans, les futures mamans et le personnel donc de santé à l'importance de l'allaitement chez les bébés. On fait le point avec ce reportage tout de suite. Aujourd'hui, on est au niveau du hall du CHU pour promouvoir l'allaitement maternel. C'est la semaine de l'allaitement. Et donc, moi, en tant que diététicienne, je suis là pour vous donner des conseils en fonction de votre parcours, c'est-à-dire soit si vous êtes en projet grossesse, si vous êtes enceinte ou si vous êtes déjà une maman allaitante et que vous avez quelques petits conseils pour pouvoir allaiter correctement, avoir tous les nutriments nécessaires pour que votre enfant soit en bonne santé. Donc, c'est vrai que ça commence depuis la grossesse, mais ça commence même avant la grossesse pour mettre un patrimoine, on va dire, le mieux possible avant la conception du bébé. Pendant l'allaitement, il faut savoir qu'il va falloir boire beaucoup d'eau, surtout dans nos pays tropicaux où il faut boire plus qu'1,5 litre par jour pour pouvoir avoir le lait suffisamment en quantité pour l'enfant. Et on va avoir une alimentation équilibrée. On ne va pas faire un régime restrictif, mais on va juste avoir une alimentation équilibrée avec des légumes, des fruits, un petit peu de féculents, de la viande, du poisson, varié pour avoir tout ce qu'il faut pour l'enfant. Nous avons choisi cette semaine de parler de l'alimentation locale et l'allaitement maternel dans le cadre de la semaine mondiale de l'allaitement, étant donné que actuellement tout le monde se penche sur l'alimentation bio, donc pourquoi pas justement proposer une alimentation bio également pour nos enfants, nos plus petits, d'où l'allaitement maternel. Donc c'est pour cela que cette semaine, nous voulons axer tout le monde enfin sur l'allaitement maternel, toucher tout le monde, ne serait-ce qu'en entourage et la mère, le père, afin que nos tout petits puissent profiter aussi de notre alimentation bio. Voilà, je vous l'ai dit, on va parler musique aujourd'hui, puisque tout à l'heure on va recevoir Thierry Benoît, mais avant, on va recevoir Yannick aussi. Bonjour. Bonjour. Leader du Kawikera Steel Band, le KSB comme on l'appelle désormais. Et je me souviens, vous étiez venu il y a quelque temps
parler un petit peu de ce groupe, et ça a pris de l'ampleur puisque vous revenez d'une grande tournée. C'était quoi exactement? Effectivement, donc je suis parti en Angleterre, donc au Panorama. Le Panorama, c'est le concours de Stillborn, donc il y en a un en Angleterre, et je reviens avec le titre de champion une nouvelle fois, puisque l'année dernière aussi je suis champion à Londres. Donc cette année aussi, on a réédité l'exploit, donc nous sommes champions avec Ebony Stillborn. Alors, champion parmi qui était dans le concours? Parce que quand on est champion tout seul, ça ne veut rien dire, c'est quand il y a beaucoup de gens comme ça. Effectivement. Donc à Londres, en fait, c'est un concours national, c'est des groupes de Londres. Oui. Il y avait 8 groupes en lice, en fait. Ah, quand même. Il y avait 8 groupes en lice. Chaque groupe a à peu près une centaine de musiciens, entre 80 et 100 musiciens. Nous étions 90 et nous sommes sortis premiers parmi. Et Kaokera, vous étiez 90? C'est pas Kaokera Stillborn, je suis parti avec Ebony Stillborn. Ebony Stillborn. Voilà, c'est un groupe local. Oui. C'est des compétitions nationales, pas des compétitions internationales. Kaokera Stillborn peut représenter Kaokera Stillborn qu'en Guadeloupe si on fait un panorama. Et quand on part à l'étranger, c'est sur une sélection de musiciens. C'est comme le football, quoi. On fait une sélection des meilleurs. On va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de sélection comme le football en Guadeloupe, mais arrivé là-bas, on a une œuvre à apprendre de 10 minutes, un morceau de performance à apprendre de 10 minutes. Il faut connaître le morceau parfaitement pour pouvoir exécuter le morceau à ton poste. Donc, et à ce concours, c'est des Anglais ou des Caribéens qui sont là? Il y a tout le monde en fait. Même des Blancs qui jouent du Stillborn? J'ai des amis de France, de Laval, des Allumés du Bidon qui sont là avec moi aussi en fait. Donc il y a des gens de Trinidad, des gens de Jamaïque, des Anglais, des Américains, même des Japonais. Même des Japonais. Pour les Japonais, je ne suis pas étonné parce qu'ils font tout maintenant. Ils font du zouk, ils font de la bikine. Du grouka. Ils font du grouka aussi. J'ai vu une vidéo passer. Et comment ça se passe alors? Combien de minutes vous devez jouer? Une seule œuvre ou plusieurs œuvres? C'est une œuvre choisie. Une œuvre, en général, c'est de la soca. C'est un morceau de soca. Ah, c'est de la soca? En général, c'est de la soca. Mais les Français ne connaissent pas tellement bien la soca. C'est des Anglais. Donc après, les Français, on doit tous s'adapter. Les Japonais non plus, tu me diras. Mais les Japonais s'adaptent. On est tous obligés d'apprendre la partition et exécuter parfectivement les 10 minutes de l'œuvre. Et c'est 10 minutes à forte vitesse. Et donc, vous êtes arrivé premier de cet ensemble. Exactement. Cette année, par contre, on a vraiment explosé le compteur, parce que l'année dernière, on a gagné avec 2 points d'écart. Cette année, on a gagné avec 14 points d'écart. Vous êtes des Usain Bolt du Kaokera, du Stillborn. Mais cette année, vraiment, l'arrangeur, il a mis le paquet. Le groupe a vraiment mis le paquet, parce qu'au début, on était à peu près 105, je crois. Il y en a 15 qui n'ont pas été sélectionnés parce qu'il faut vraiment connaître l'œuvre parfaitement. À noter quand même, je suis parti avec un élève de Kaokera Stillborn, une élève, Yasmine Lévesque, de 17 ans, qui est aussi championne à Londres cette année. Ah bon? Ah oui. Donc ça veut dire que le Stillborn maintenant a pris de l'ampleur à Cap-Esther. Je ne dis même pas en Guadeloupe, au niveau de Cap-Esther déjà? Au niveau de Cap-Esther, je dirais plus au niveau de la Guadeloupe, parce que je travaille vraiment pour la Guadeloupe. Je ne travaille pas que pour Cap-Esther, je travaille pour la Guadeloupe. On est sur la même île, pourquoi travailler que pour une commune? Je travaille pour toutes les communes. C'est pour ça que cette année, peut-être on va en parler, mais cette année, je donne des cours à Robert Loison au Moule. Je donne des cours à la Clé des Arts, à Bemao et à Cap-Esther. Alors, ça veut dire que Yanis Rousset est devenu international? Je ne vais pas dire ça. Oui, on gagne au concours mondial, c'est qu'on est international maintenant. Oui, mais l'année dernière, je l'ai gagné. Cette année, j'ai réédité l'exploit, mais on n'a pas fini de parler, puisque après Londres, je suis parti à New York. Oui, pourquoi à New York? New York, c'est pour la compétition de Stillborn, le panorama de New York, à Brooklyn. Cette année, par contre, on n'a pas pu faire la compétition parce qu'il y avait Harvey, avec tous les cyclones qui se sont passés. Il y avait trop de pluie, on n'a pas pu faire la compétition. J'étais avec Yasmine Lévesque, de 17 ans, mon élève. Et pendant qu'on était à Londres, j'ai rencontré un leader de groupe de Miami qui m'a contacté, justement, comme tu dis, international. Voilà, c'est ça. Parce que les gens, quand même, parlent de visite maintenant. Mais on parle de moi à l'extérieur et c'est vrai que le leader du groupe est venu me voir pour me demander est-ce que ça m'intéresserait de venir en Floride, à Miami, dans leur groupe. Mais voilà, c'est ça. C'est ça l'international. Je n'ai pas hésité. Je suis parti et je suis retourné il y a 2 semaines. Waouh! Et je vous annonce. Au total, ça fait une visite de combien de jours? Plus d'1 mois là? À peu près 1 mois, oui. 1 mois? 1 mois à peu près. Et je suis de retour de Miami. Je suis champion à Miami. Oh là là, c'est incroyable ça. Non mais, pour l'a invité, vraiment, on a devant nous un champion guadeloupéen de Stillborn au niveau mondial. Il faut le dire.
Je suis parti, j'ai joué avec des groupes, j'ai joué sur des instruments que je ne connaissais pas forcément parce que c'est pas accordé au même c'est pas les mêmes notes effectivement. Donc tu dois t'adapter à l'instrument, tu dois t'adapter à la musique de la personne. Il faut vraiment se mettre au diapason et pour pouvoir jouer et exécuter l'œuvre. J'ai la chance de 2 sur 3 cette année d'être champion. Il y a un qu'on n'a pas été classé puisqu'il y avait le cyclone, mais je pense qu'on n'était pas loin d'être champion. Oui, d'accord. Parce qu'on était 120 musiciens quand même. Quand même. À New York, on était 120 musiciens. Alors, est-ce que le Stillman se développe maintenant en Guadeloupe? Ou va se développer? Parce que les gens qui vous regardent aujourd'hui un peu partout, à Port-Louis, à Cap-Esther, enfin, Morne-à-l'Eau, Moule, etc., disent, Yannick, on sait maintenant, c'est le grand maître. Danick, je ne vais pas te cacher que c'est une mission que je prends vraiment à cœur, que de développer le Stillman. Si cette année, j'ai décidé de commencer à faire de la formation ailleurs que Cap-Esther, comme je dis, nous sommes en Guadeloupe, c'est pour que la Guadeloupe profite de tout ce que je fais. Si je pars à Londres, demain, j'espère qu'il y aura peut-être... On est parti à 2 cette année, puisque l'année dernière, je suis parti tout seul à Londres. Pourquoi pas partir à 10 dans les années à venir, à 20, pourquoi pas? Peut-être pas tous dans le même groupe, puisque je ne pense pas qu'on pourra tous rentrer dans le même groupe, mais il y a de la place pour les Guadeloupéens. Pourquoi pas former ces Guadeloupéens-là et les emmener à Trinidad, dans la Caraïbe déjà, à Londres, à New York et à Miami. Alors, ça veut dire quelque chose qui est important, c'est que le Stillman, c'est quelque chose qui naît à Trinidad, je crois. Exactement. Et qui arrive en Guadeloupe avec les coupeurs de canne, enfin bon, à l'époque, etc., qui viennent ici. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, on a un champion du monde. On a un champion de Londres, je sais pas, de Londres et de Miami. Et de Miami, c'est pas rien quand même. C'est pas rien. C'est vrai que ça découpe parce que chaque fois que je pars, je gagne, on parle de moi, puisque à l'extérieur, on parle beaucoup de moi. C'est à New York que j'ai constaté, puisque j'ai rencontré du monde qui me connaissait, que je connaissais pas spécialement, et que en fait, ça parle autour de moi, un Guadeloupéen français qui fait le tour du monde, qui va jouer, qui gagne des compétitions. Donc l'année prochaine, il y a Trinidad qui m'a demandé de venir. Là, cette année, normalement, je pense en 2018, c'est quasiment sûr, parce qu'ils veulent vraiment que je vienne, ils pensent que j'ai ma place, parce que c'est vrai qu'une compétition, il faut gagner sa place. Donc, Trinidad veut, et il y a aussi Toronto, au Canada, qui voilà. Sinon, après, les contacts, le réseau s'ouvre vraiment à tout le monde, puisque maintenant, on parle de nous en Afrique, on parle de nous au Japon, on parle de nous en France, en Angleterre, aux États-Unis, dans la Caraïbe. Donc, comme tu dis, l'international, c'est oui. Moi, je crois aussi. Alors, je ne sais pas, il y a une petite vidéo qu'on a eue. Je ne sais pas si on est en mesure. Oui, est-ce qu'on a une vidéo de lui? Non, on ne l'a pas. Bon, alors, on va quand même écouter une petite démonstration, parce que Yannis, on ne peut pas te faire venir ici et ne pas écouter un petit extrait, puisqu'il a, je vous rappelle qu'il a emmené un instrument. Un seul et tout seul, et là il va pouvoir justement nous interpréter un petit morceau une fois que tout sera mis en place. Ça y est, ça va être fait, et il va, alors je ne sais pas, on va pas annoncer le morceau, on va le laisser jouer. C'est parti. Tout le monde a reconnu. Et Mendy voulait danser, mais je ne me suis pas levé. C'est pas parfait, mais on va applaudir quand même, oui. Je crois que ça vaut le coup. Et alors, juste une question, Yannick. Quand tu vas à l'extérieur, est-ce que c'est permis de jouer des morceaux de la Guadeloupe? Est-ce qu'on peut? Pas encore.
En fait, tout dépend de l'objectif. Si c'est une compétition, oui. La compétition c'est strict. Oui. Par contre, si c'est un festival, ça nous arrive, on est parti à Trinidad en 2013, mais justement on a joué du zouk, de la biguine. Et comment c'est apprécié? Parce qu'ils ne connaissent pas ces musiques-là? Justement, ils ne connaissent pas et ils s'intéressent vraiment à ce qu'on fait, puisque c'est différent de ce qu'ils entendent tous les jours. Ils entendent que de la soca, de la calypso. Ils sont fans en fait de ce qu'on fait. Oui. C'est pour ça que les autres ils suivent ce qu'on fait de très près en fait. Du zouk, de la biguine, c'est pas commun à Trinidad, donc ils suivent beaucoup ce qu'on fait. Et pour rappel, nous avons remporté un trophée pour la formation des jeunes Guadeloupéens en 2013 pour ce travail-là, ça qu'on est en train de mettre en place. Alors il faut se dire aussi qu'à Trois-Rivières chaque année il y a un petit festival. Effectivement, donc c'est vrai que ça fait 3 ans que nous l'avons créé le festival. Cette année, on a eu la chance d'avoir les Gunslingers de Saint-Martin, que je suis venu présenter. Oui. Et l'année prochaine, on en a trop parlé, mais il y a vraiment une belle surprise qui se prépare entre Trinidad, Sainte-Lucie, Miami ou New York, comme invité. D'accord. Donc on verra, vous serez tenus informés. J'espère, oui, en parler. Absolument. Mais c'est vrai qu'on attend une grosse pointure cette année au niveau Stillman. Et au niveau du Kawikera, ça va. Le groupe a combien de personnes en fait? Maintenant, là, on a à peu près une vingtaine. On a diminué puisqu'il y a quelques élèves qui sont partis pour la formation, enfin pour leur travail. Il y a certains qui sont partis pour leur travail, pour l'école. Les études, c'est ça? Pour les études. Donc, il y a quelques élèves qu'on a voilà, exactement. Donc, on a recommencé en fait depuis. Et comme je t'ai dit, c'est qu'on fait Robert Loison. On fait la Clé des Arts. Donc, on n'est pas qu'à Capesterre. Et on a déjà une dizaine d'élèves à Bemaro, on a déjà presque une dizaine d'élèves au Moule. Donc le travail continue à se faire, même si on perd sur Capesterre, sous la Guadeloupe on en gagne en fait. Alors autre chose, est-ce que j'ai vu ça à l'extérieur, je crois, on peut mettre un musicien de Stillman dans un orchestre de zouk traditionnel? Effectivement, bien sûr, c'est un instrument comme tous les autres. Comme tous les autres. S'intégrer dans n'importe quel groupe. Mais ça m'arrive de temps en temps, avec des amis, de faire du jazz. Du jazz? Oui, du jazz, ça m'arrive, je prends mon ténor, je joue avec eux. Oui, oui. Et dernière chose, j'ai une autre question, mais combien de styles d'instruments il y a? Je crois qu'il y a la basse, il y a à peu près une dizaine répertoriés, un peu plus qu'une dizaine. Une dizaine quand même. Voilà. Oui. Mais il faut savoir qu'on travaille par pupitre comme dans une chorale en fait. Oui. Il y a la voix soprano, c'est les ténors. Ça c'est un soprano ça? Soprano, c'est le plus aigu. Il y a vraiment les notes les plus aiguës, c'est le ténor. Après la voix alto, il y a les doubles ténors et doubles seconds. Après, il y a la voix ténor, c'est la troisième voix. C'est les guitares, les cellos et la basse, comme tu dis, puisqu'il y a les ténors basses, 6 basses, 7 basses, 9 basses, 12 basses. Il y a plusieurs modèles. Le minimum pour le groupe, c'est quoi? C'est au moins 6 personnes? Pour faire fonctionner, en termes de style band, on ne parle pas batterie, percussion, il faut au moins 4 personnes. 4 personnes. Une personne pour la mélodie, une personne pour l'accompagnement, une personne pour les contre-mélodies et la basse. D'accord. Donc 4 personnes, ça peut déjà faire un bon petit groupe avec un batteur. Dernière chose, un disque en vue? Pour Kawikera Stillman, on en parle chaque année, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément l'une des priorités. La priorité, c'est vraiment pour moi de former, de développer le Stillman en Guadeloupe. Mais comme tu en parles de CD, l'année dernière, je suis parti à Laval en novembre dernier et il y a un album qui est sorti avec LADB. Il y a une vidéo qui tourne avec Marc Mandé Courage. Bien sûr, je suis sur cet album-là. Donc ça m'arrive de partir, aller sur l'album de certains artistes ou de groupes de Stillman, puisqu'ils reconnaissent le travail que je fais en Guadeloupe. Et moi aussi, je le reconnais. En tout cas, merci Anis. Je sais pas, tu veux donner une dernière petite note, deux petites mesures comme ça, et puis on va te laisser partir.
Merci en tout cas. C'était en direct et c'est du live et c'est seulement dans le ZCL qu'on entend ce genre de choses. Sur tous les médias, on peut le dire très fort. Et merci encore Yannick et on aura l'occasion de te recevoir puisque c'est toujours un plaisir. Et je crois que Mendy est devenu fan. Effectivement, c'est appréciable. Voilà, il est 13h18, 19 même, 22 pardon. On passe à l'avant-dernière. On va passer juste un petit moment, tu vas t'écarter, puisque oui, on voit Mendy, elle est là. On me voit, mais on voit Mendy aussi. Et on va continuer le journal avant de faire passer à la page pub et de recevoir tout à l'heure Elisabeth Alidaïd. Et puis, pour sa chronique, bien sûr, tourisme et croisière. Et puis après, Thierry Benoît, un autre musicien. Oui, effectivement, avant de passer à la page publicitaire, quelques brèves. Notez que suite au succès des premières journées de chirurgie du CHBT en 2015, l'association Émergence CHIR a souhaité renouveler l'opération en organisant donc dans l'hémicycle du Conseil régional les deuxièmes journées internationales de la chirurgie. Ça a commencé aujourd'hui, ça va se poursuivre jusqu'à demain. Notez également que cet après-midi à 15h aura donc lieu l'Assemblée générale de la CCIG. Vous le savez, la Chambre de commerce et d'industrie va donc élire son nouveau président. Donc restez à l'écoute de nos informations afin de savoir si monsieur Henri Lagapin sera toujours à la tête de la Chambre. Et également du côté de Petit Canal, le site de Duval accueille le séminaire Attentive qui est donc organisé afin de présenter les résultats exceptionnels de fonctionnement de la première station de traitement des eaux usées naturelles et innovantes par filtre planté de végétaux de Guadeloupe. Et bien, on va marquer cette courte page de publicité et puis on se retrouvera tout à l'heure pour clôturer cette information. Et bien entendu, comme il a dit, nous recevrons notre chroniqueuse Elisabeth et notre invité Thierry Benoît. À tout à l'heure.